Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série des 52 minutes dit comme France. Nous donnons la parole, vous le savez, chaque fois à un professionnel de notre communauté pour lui permettre de s'exprimer sur un sujet ou un projet en cours. Et aujourd'hui, ce n'est pas un, mais trois collègues que nous accueillons. Donc, merci à vous d'être présents. Caroline Géral, vous êtes coordinatrice de l'Augure Lab Céno. Stéphanie Hab, responsable de la régie du Palais de Tokyo, et Vincent Saporito, chef de projet du projet scientifique et culturel et référent développement durable au Palais des Beaux-Arts de Lille. Merci à vous trois. Vous êtes venus aujourd'hui nous parler du guide de l'éco-conditionnement des œuvres que vous avez coordonné. Et on est, je vois aujourd'hui, nombreux à venir vous écouter sur ce sujet qui effectivement nous intéresse toutes et tous. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole et on se donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour un échange avec les participants. Merci. Eh bien, merci Émilie et merci pour cette invitation et aux participants et participantes d'être aussi nombreux et nombreuses. Donc, je vais entamer cette présentation assez rapidement pour vous donner dans le contexte dans lequel ce guide de l'éco-conditionnement a été conçu et notamment lié au fait que c'est un travail collaboratif. Euh, il a été créé par les membres de l'Augure Lab Scénographie. Ce lab, il a pour but de réfléchir à la réduction des impacts environnementaux dans le domaine culturel et particulièrement de la scénographie, avec une vision écosystémique du sujet, c'est-à-dire de se dire que la scénographie, ce n'est pas que l'affaire des scénographes. Et donc, c'est pour ça que notre réseau réunit à peu près 80 membres de plein de métiers différents. Euh, et donc aussi des métiers des directions techniques, de l'administration, de la production. On essaie d'avoir un point de vue pluridisciplinaire, là encore, sur le sujet, en réunissant des acteurs des arts visuels, du patrimoine, mais aussi des arts vivants, du design et d'autres disciplines de la culture. Et nous sommes un réseau national. La plupart de nos membres des, sont plutôt franciliens, mais voilà, on s'étend un peu partout en France et aussi au-delà parce qu'on a des membres en Belgique et en Suisse et au Canada. Donc, qu'est-ce qui nous réunit? Donc, en premier lieu, c'est l'urgence écologique et la conviction que on doit réduire nos impacts environnementaux. Pour cela, ça nécessite de repenser nos métiers et nos manières de travailler. La conviction aussi que cela passe par un travail collaboratif et qu'il faut rassembler nos énergies pour faire cette transition écologique et réveiller nos imaginaires parce que on est aussi convaincu que la culture a un rôle à jouer dans tout ça. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante pour juste vous expliquer un peu nos deux activités principales. Donc, il y a une activité qui est la recherche-action et une autre activité qui est liée à la plateforme qu'on a créée qui s'appelle l'Ecotech, sur laquelle vous retrouvez dans la boîte à outils tous nos travaux justement de recherche-action menés par les membres du lab. Et donc, une de ces recherches-actions a été de traiter le sujet de l'éco-conditionnement des œuvres, mais vous pouvez aussi retrouver nos travaux, notamment sur les clauses environnementales des marchés publics, aussi sur l'inifigation, les droits d'auteur, la définition de ce qu'est l'écocénographie, etc. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante pour vous parler de rentrer dans le détail de ce qu'est la recherche-action. Comme son nom l'indique, c'est à la fois d'effectuer une recherche. Donc, cette recherche, c'est une recherche scientifique, mais aussi plus largement de ressources et de solutions liées à un sujet. Euh, donc, ces sujets qu'on va traiter, on les définit collectivement au sein du lab. Euh, chaque sujet va répondre en fait à
un frein ou un levier ou les 2 pour opérer cette, transition, écologique dans notre domaine et donc il va s'agir déjà en premier lieu de définir une problématique. Hem et ensuite de faire un état des lieux de ce qui existe déjà sur le sujet pour, voilà, ne pas, réinventer la poudre et repartir de zéro, de s'appuyer vraiment sur l'existant. Donc ça va être vraiment la partie recherche et la partie action, ça va être, vraiment de trouver des solutions concrètes qu'on peut mettre en application, dans nos métiers, heu, voilà, très concrètement et notre protocole, qui est commun à tous les sujets de recherche-action, c'est toujours d'avoir un objectif de livrable. Ce qu'on appelle un livrable, c'est un contenu qu'on va pouvoir partager largement avec tout le secteur. Et donc là, dans le cadre de, ce sujet de l'éco-conditionnement, on a, voulu, créer un guide, et donc un document, PDF tout simplement qu'on peut, partager, largement avec le secteur, qui est diffusé en open source sur l'Écotech, donc qu'on vous a montré, juste avant. Donc c'est important pour nous que ce travail il soit partagé en open source parce que c'est, un travail collectif, qu'on veut, voilà, diffuser largement, et qui est le fruit d'un travail, bénévole de, tous les membres que vous voyez listés à l'écran. Donc on a une quinzaine de personnes qui ont participé à ce travail, pendant 1 an, de mai 2023 à mai 2024, qui est, le moment où on a restitué, hem, le travail autour de ce guide, heu, le 23 mai 2024 au musée, du Quai Branly. Mais vous voyez aussi que, au-delà du travail des membres, donc de cette quinzaine de personnes qui a créé ce guide, on a aussi fait beaucoup de consultations, extérieures pour venir enrichir en fait, toutes nos réflexions et toutes nos recherches pour aller plus loin, et vraiment avoir qui est un travail très étayé sur, toutes les thématiques, qu'on a abordées et comme vous le voyez, on a aussi fait des consultations, pas que, d'acteurs et d'actrices culturelles, français et françaises, mais aussi au-delà, en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie et cetera. Hem et donc je passe la parole à Vincent pour vous, parler, plus précisément, du contenu. Merci, Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Alors au sein de ce réseau, de l'Augure Lab, Scénographie, je rappellerai que le groupe, spécifique, consacré à l'éco-conditionnement émane d'un souhait de mes prédécesseurs au Palais des Beaux-Arts, de Lille, Mélanie Estève et Christelle Faure, de travailler sur la question des matériaux de conditionnement et de solliciter l'intelligence collective autour de cette question en partant du constat qu'il y avait dans notre environnement professionnel de nombreux nouveaux matériaux, pour les appeler comme ça, qui existaient à l'état de prototypes ou d'échantillons qui étaient abordés lors de formations. Alors, je prends un seul exemple, les mousses faites à base de mycélium, mais que leur intégration dans les pratiques muséales était très incertaine. Et donc, à la faveur de l'expertise des membres et des échanges et des premiers échanges, il est rapidement apparu plusieurs points. Le premier point est que le conditionnement est un sujet de travail pertinent du point de vue de la transition environnementale. Les nombreux bilans des émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent montrent que même si les émissions liées au conditionnement sont évidemment sans commune mesure avec le fret aérien, par exemple, il reste un poste d'émission important, notamment via l'usage de matériaux pétrosourcés, souvent à usage unique, et qui, s'ils sont quantitativement assez limités, sont qualitativement très carbonés.
Et d'autre part que, ce sujet, est un sujet sur lequel les professionnels de musée ont une marge de manœuvre, relativement importante et une capacité d'action, contrairement aux émissions de fret aérien, par exemple. Un autre point, est rapidement apparu est celui que le groupe ne pourrait pas monter un projet de recherche, en bonne et due forme avec un programme d'analyse, physico-chimique, ou mécanique pour valider, l'usage, de ces nouveaux matériaux en contexte, patrimonial. Et enfin que, l'impact écologique, du conditionnement, va bien au-delà, du simple, matériau constitutif, de ce conditionnement. On peut passer, à la slide, suivante. Et donc, fort de ce ah non, revenons à la slide précédente, excusez-moi. Et donc fort de ce constat, le groupe a défini, plusieurs objectifs. Donc, faire un état de l'art, sur la base duquel, nous pourrions faire des préconisations, et une sensibilisation, du milieu professionnel, sur la base de ce livrable et des préconisations formulées. Le tout basé sur, comme l'a expliqué Caroline, sur, des recherches bibliographiques, des entretiens et l'identification de projets inspirants. Et donc là, on peut passer à la slide suivante. D'un point de vue, méthodologique, le groupe a donc, ouvert sa réflexion avec une approche, plus globale, plus systémique, de la question du conditionnement que le simple prisme, du matériau, en se basant sur, une démarche, d'éco-conception, et plus précisément sur la roue de Brézé et Van Hamel que, vous voyez, à l'écran. Donc, roue de Brézé et Van Hamel, dont le principe est, d'avoir un cercle intérieur qui décrit, le cycle de vie d'un produit ou d'un projet et le cercle extérieur qui décrit les stratégies, d'éco-conception à chaque étape, de ce cycle de vie. On peut passer à la slide, suivante. Et donc cette roue, de Brézé a, été traduite, par le groupe et appliquée, au sujet de l'éco-conditionnement, des œuvres d'art. C'est ce que vous voyez ici de manière synthétique et Stéphanie reviendra sur, une version plus détaillée. Et le guide, dans son ensemble, reprend cette structure, le sommaire reprend, la structure de cette roue en, phasant, en déroulant, les différentes, étapes de ce cycle de vie avec, des définitions, des suggestions et des exemples concrets, à chaque étape. Le souci que nous avons eu tout au long de notre travail étant de fournir un livrable très concret et qui puisse être pris en main facilement, par, les professionnels, de terrain, qui travaillent sur les questions, d'éco-conditionnement. Ce guide, il est adossé à 2 annexes et on peut passer à la slide, suivante. Il est adossé à 2 annexes principales. D'une part, un registre des projets, d'éco-conditionnement, qui est toujours ouvert hein, et au sein duquel, les professionnels, du milieu peuvent encore aujourd'hui proposer, des projets sur lesquels ils travaillent, qu'ils souhaitent partager. Et un tableau d'analyse des matériaux que vous voyez, à l'écran, d'analyse des matériaux de conditionnement. Alors ce tableau n'est pas basé, sur un programme d'analyse scientifique, pour chacun des matériaux, comme je l'ai dit, c'était méthodologiquement pas possible. C'est plutôt une prospection, faite, par le groupe pour identifier, pour chaque matériau, couramment utilisé, par le milieu, des alternatives potentielles en précisant, la temporalité du conditionnement, temporaire ou permanent, les caractéristiques, des remarques de mise en œuvre, particulières, des fournisseurs potentiels, des comparatifs de prix, ce genre de choses.
Et donc ces 2 annexes, sont comme le guide dans son ensemble d'ailleurs, encore modifiables, ouvertes, et pourront être enrichies, dans le futur à la faveur des projets, identifiés et en cours ou des enrichissements que, nos collègues ici présents, pourraient, vouloir, proposer pour les partager et inspirer la profession. On peut passer à la slide suivante et je passe la parole, à Stéphanie. Merci beaucoup Vincent, Caroline et bonjour à toutes et à tous. Donc comme introduit, précédemment par Vincent, donc on s'est basé donc sur une roue de Brézé, et Vendémal que nous avons adaptée, avec, donc le cycle de vie qu'on retrouve, au centre, avec l'extraction de matières premières, la fabrication, transport, usage et fin de vie. Autour, desquels on a indiqué donc autour de ces gros pôles, on a indiqué, plusieurs stratégies, d'éco-conception et d'éco-conditionnement. Donc, par exemple, au niveau, du choix des matériaux, recyclés, issus du réemploi, recyclables, biosourcés, mais aussi, la traçabilité fournisseur qui est importante, pour savoir, d'où viennent ces, matériaux et puis, l'approvisionnement, local. Ensuite, on s'est posé la question, des stratégies liées à la fabrication. Et notamment, on s'est questionné sur la notion de besoin, donc la quantité de matière, donc éviter le trop, se questionner sur quels sont nos besoins et éviter peut-être le surplus aussi. Simplifier et standardiser les assemblages, donc on s'est posé aussi la question des assemblages des choses qui pouvaient être pensées, en kit ou, standardisées. Limiter l'usage de matériaux différents et la réduction des chutes, la valorisation des déchets, la réduction des déchets, et la réutilisation, des matériaux. L'optimisation aussi des techniques de production, dans le cadre de la fabrication, donc qui sont, donc l'utilisation de la technologie ou des solutions, à faible impact. Travailler aussi sur la séparabilité, la démontabilité. On s'est questionné, sur les, caisses notamment, qui pouvaient être démontées. Heu, des conceptions robustes pour, conserver aussi, les emballages et travailler avec des fournisseurs du réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc ensuite, on a aussi, abordé la question du transport, et on s'est posé la question de l'allègement des conditionnements. Donc on parlait tout à l'heure du suremballage, donc peut-être de réduire en fait la quantité d'emballage, heu, la quantité de caisses dans les caisses aussi. Ça, c'est des questions, qu'on s'est posées, et donc d'optimiser les volumes de transport. Donc réduction de l'emballage, égale réduction du nombre d'avions et et voilà, et réduction du volume. Donc réduction des transports, c'est aussi mutualisation. Comment on arrive en fait à mutualiser nos transports, à n'utiliser qu'un seul camion et à essayer d'avoir voilà, des transports, qui arrivent à être le plus mutualisés possible, réduire les transports directs, réduire, les, transports, dédiés. Voilà, et donc on s'interroge sur cette question du transport à faible impact. Ensuite, la dernière partie en fait concerne les usages et la fin de vie. Donc, on s'est posé la question aussi de la réduction de l'impact de l'utilisation, à travers donc encore une fois le questionnement sur nos besoins, travailler sur la question de nécessité et des besoins, de quoi a-t-on besoin? Sensibiliser et informer, et donc ça c'est un souci aussi de formation, sensibiliser, les personnes qui travaillent dans les institutions culturelles ou, les transporteurs, justement à cette question de besoins, de réutilisation et aussi anticiper le stockage. L'optimisation de la durée de vie et de la fin de vie aussi, sont, très importants. Donc à la fois, on parlait tout à l'heure, de standardiser les assemblages, d'utiliser des matériaux robustes et donc là, on se posait aussi la question de la durabilité des matériaux, donc l'entretien, la maintenance, la réparabilité et mettre en place des bonnes conditions de stockage pour pouvoir réutiliser les matériaux. Ensuite sur la question de la fin de vie, garantir un désassemblage propre. Essayer d'identifier, voilà, des associations ou, de dons ou de l'upcycling ou, du recyclage spécifique, des filières de recyclage ou des collecteurs, permet aussi, d'optimiser, la fin de vie. Donc ces questions, elles sont aussi abordées dans le cadre de recherche et développement, donc de tests qui sont réalisés, par, les institutions et peut aussi, voilà, être questionné à l'échelle de la gouvernance, et du management puisque, en effet, toutes ces questions-là, en fait, arrivent à différentes étapes de la conception, d'une exposition et de l'emballage, d'une œuvre pour une exposition.
On peut passer à la slide suivante. Donc là, le tableau synthétique, donc dans le guide d'éco-conditionnement, il y a beaucoup plus de détails et beaucoup plus de contenu. On a essayé de synthétiser pour cette présentation, donc avec cette définition du court, du moyen terme et du long terme. C'était une des questions qu'on s'est posées en amont de la rédaction du guide. C'est au-delà des besoins de la nécessité, c'est la durabilité aussi, la durée. Donc, quels sont nos besoins à court terme, à moyen terme et à long terme? Et donc là, on a la connaissance en fait des besoins, d'interrogation sur nos usages, donc la nécessité, diagnostiquer les pratiques sur le court terme, euh, travailler sur la question de la quantité, essayer d'éviter certains usages, par exemple d'adhésifs pour réutiliser, réemballer avec les mêmes emballages, trier, réutiliser les matériaux et pour ça créer en fait des espaces pour le réemploi, donc trouver des espaces de stockage pour le réemploi. Et ensuite, voilà, mettre en place des... T'entends plus, Stéphanie. Excusez-moi, c'est lié à mon casque, je crois. Pardon. Donc, ces questionnements, on les a eus aussi à moyen terme et à long terme. Donc, à moyen terme, l'exclusion de certains matériaux, utiliser des caisses de location, par exemple, développer de la formation aussi interne, adapter aussi les budgets et les calendriers, parce que ça impacte forcément les budgets et les calendriers, réorienter les achats, former les équipes. Et à long terme, assurer un suivi de la démarche, donc de pilotage de la transition, collaborer avec des filiales d'upcycling, de recyclage ou des associations, mutualiser, donc des réseaux de mutualisation et monter des projets de recherche. Par exemple, on a Alternative Verte. On va pouvoir passer à la slide suivante. Je vais vous montrer rapidement des exemples. On a souhaité vous présenter quelques exemples de tests. On est encore sur, voilà, en tout cas au Palais de Tokyo, nous on est encore sur des périodes de tests de ces matériaux. C'est pas facile en fait de changer nos pratiques, mais on a tenté donc sur la partie gauche de la slide voilà, d'essayer de faire des caisses en interne, donc de produire nos propres caisses, hein, ce qui n'est pas forcément évident parce que les prêteurs ne l'acceptent pas toujours. Donc, comment on réutilise les matériaux pour produire des caisses en interne dans nos ateliers. Et à droite, c'est des sculptures de Barbara Chesribou qui ont été emballées avec accord de l'artiste dans des draps et dans du craft, du film craft pour remplacer le film plastique et essayer de réduire le plastique en fait dans les emballages de cette exposition. Donc après, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà. Et donc, on a d'autres exemples aussi parmi tant d'autres. Donc, l'emballage à la ficelle du musée d'Orsay. Donc, pareil, réutilisation des emballages, limitation de l'utilisation des adhésifs. Les caisses réutilisables et notamment les caisses isothermes réutilisables. Le MRT du musée d'Orsay. Réduire pareil la quantité de caisses, éviter de mettre forcément des caisses dans des caisses quand c'est pas nécessaire. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Et ensuite, voilà, quelques exemples voilà, de tests et de néomatériaux avec le projet Matcal du Quai Branly, Algiform aussi, les caisses en chanvre et le projet Ça va cartonner, qui est en partenariat avec Alternative Verte sur les nouveaux matériaux d'emballage. Je te passe la parole, Caroline, pour la conclusion. Merci. Je veux bien qu'on mette la dernière slide. Euh, je reviens juste sur le fait que là, on a traversé ça très rapidement. On vous a proposé les grandes lignes. Le guide, il fait 70 pages, donc il y a quand même beaucoup de contenu. Vous rappelez aussi qu'il y a ce guide, la synthèse qu'on vous a présentée aujourd'hui, et il y a aussi tous ces documents annexes qui viennent vraiment compléter le contenu du guide avec des propositions de contenu pour vous aider vraiment à mettre en œuvre cette démarche d'éco-conditionnement. Vous rappelez que c'est un contenu qui est collaboratif et qui est évolutif. Nous, on n'a pas pour objectif que ce soit ancré dans le marbre, mais que ça continue de vivre et que ça suive aussi les évolutions qui existent en matière d'éco-conditionnement et on espère qu'il y en aura de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets à référencer, si vous avez connaissance de choses qu'on n'a pas mentionnées dans le guide ou des remarques. Enfin, nous, en tout cas,
on est preneurs et preneuses pour que ce soit le plus juste possible et que ça reflète, vraiment, ce qui se passe, en matière, d'éco-conditionnement aujourd'hui, dans le secteur, muséal. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup à vous 3 pour cette présentation très riche, effectivement, sur laquelle vous avez bien insisté sur le caractère, je reprends un peu vos propos, Caroline, de conclusion, mais sur le caractère collaboratif et évolutif de ces pratiques qui, effectivement, dans les domaines qui nous concernent, extrêmement importants. Vous savez qu'à ICOM, on travaille beaucoup sur ces projets qui mettent en relation différents établissements, puisque sur des sujets comme celui-ci, évidemment, l'échange d'expériences et l'enrichissement mutuel des pratiques est super important. Je vais vous laisser la parole maintenant, à ceux qui nous suivent. On est presque 150, donc une très jolie fréquentation. Si vous avez des questions ou si vous avez des expériences à partager aussi sur ce domaine-là, l'occasion peut être, belle de le faire, aujourd'hui tous ensemble. Alors manifestez-vous avec la petite main ou voilà, faites-nous signe ou prenez la parole, n'hésitez pas. J'ai pas ouvert le chat d'ailleurs pour voir s'il y avait des questions. J'ai pas l'impression qu'il y en ait, mais voilà. Faites-moi signe avec la petite main. J'en vois pas, mais prenez la parole si jamais je loupais quelque chose. J'ai peut-être une petite question, puisque vous avez eu l'occasion de contacter beaucoup de parties prenantes ou de personnes intéressées. Est-ce que vous avez ressenti, particulièrement dans le monde des musées, parce que c'est ce actuellement me préoccupe dans le cadre de mon métier, est-ce que vous avez ressenti une vraie envie des différentes institutions de proposer justement des éco-conditionnements? Et de ne pas systématiquement rester sur les habituels types de caisses. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui évoluait réellement? Parce que nous, c'est pas forcément les choses qu'on ressent dans le cadre de nos demandes de prêt, par exemple. Je vais tenter une réponse qui est forcément un peu subjective. Il y a plusieurs aspects, je pense, pour répondre à votre question. Il y a notamment, en effet, le scénario d'usage. Il est clair que quand il s'agit de demandes de prêt avec des interactions entre plusieurs institutions, il y a encore une certaine force des habitudes ou frilosité à changer des pratiques qui pourraient potentiellement susciter du risque. Et donc, c'est un cas de figure qu'on rencontre. Néanmoins, on a aussi plusieurs exemples déjà actuels et je ne peux pour le coup que penser à mes collègues, à mes anciens collègues du musée du Quai Branly qui déploient des efforts assez épatants pour réduire l'impact des conditionnements dans le cadre des prêts. Là où je dirais que on a ressenti une capacité de transition plus importante, c'est du coup en dehors de ce scénario de prêt, dans les conditionnements internes de stockage, dans les conditionnements de transit interne, les navettes, ce genre de choses. Où en fait là la transition elle est déjà en cours et en quelque sorte je pense même que en fait, ce guide ne fait que rendre justice à une pratique déjà existante de l'écrasante majorité des musées de France, qui n'ont pas l'ampleur des très grandes institutions nationales qui peuvent se fournir en plastazote très largement et qui en fait mettent déjà en pratique ce qui est proposé dans le guide. Comme l'a dit Caroline, le guide, il ne tend pas à réinventer l'eau tiède, il tend plutôt à lister les alternatives qu'on a pu identifier, qui sont déjà éprouvées par les collègues. Et c'était un peu l'objectif de la création du registre, de pouvoir identifier et partager. Et je vous avoue, et on avait eu l'occasion d'en parler au moment de la restitution,
que ça a été pour moi, à titre personnel, une petite source de frustration, puisque l'appel pour le registre n'a pas recueilli le nombre de réponses qu'on aurait souhaité. Et je pense qu'il y a un frein psychologique qu'on évoque d'ailleurs dans le guide à oser partager des pratiques qui ne sont pas euh, les pratiques parfaitement normées, parfaitement diffusées dans les manuels, mais qui sont les pratiques réelles du terrain et qui sont de fait éco-conçues, souvent pour des raisons de contraintes RH ou des contraintes économiques. Et clairement, il n'y a pas de complexe à avoir, c'est plutôt vers ça que nous devrions tous collectivement tendre. Alors évidemment, se pose derrière la question du risque et notre métier consiste dans la gestion du risque, mais les deux ne sont pas incompatibles. Donc pour répondre à votre question, je dirais oui et non. Je Merci pour compléterai. ce... Ah, pardon. Ah oui, pardon, allez-y, Caroline, Caroline. Ouais. Non, je voulais juste compléter rapidement en disant que on a fait quand même beaucoup de consultations et toutes les consultations qui étaient listées sur la slide que j'ai présentée, euh, c'est que des personnes qui sont très impliquées sur ces sujets. Et moi, je trouve ça quand même assez positif de voir le nombre de professionnels qui s'emparent de cette thématique. Si on a créé ce groupe de travail, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'au sein du lab, il y avait plusieurs personnes, plusieurs institutions qui traitaient de ce sujet en interne et qui n'échangeaient pas du tout entre eux et entre elles, et en fait qui traitaient un peu des mêmes sujets, mais chacun dans son coin. Donc c'est quand même assez chouette aussi de voir converger les choses et les initiatives et de voir l'impact que ça a. Enfin, le guide de l'éco-conditionnement, enfin, sur notre grille d'analyse de l'Augure Lab, il a quand même une belle portée. Il a suscité aussi un intérêt à l'international. On en a fait une traduction il y a quelques mois parce qu'on avait beaucoup de demandes à l'étranger aussi de recueillir ces informations. Donc voilà, moi je dirais juste que c'est quand même très positif de voir qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui autour de ce sujet. Ouais, merci beaucoup, Caroline. Effectivement, ta question, Yamina, je trouve qu'elle est intéressante parce que au-delà, j'allais dire, du changement de pratique, il y a aussi le changement de mentalité et notre capacité à évoluer. Et en termes de conduite du changement, on sait que c'est parfois peut-être le plus difficile. Donc, je pense que au-delà de la technicité et des études qu'on peut faire pratiques, effectivement, cette implication de nous à nous pousser un peu, enfin, cette attention à nous pousser dans nos retranchements, j'allais dire, et à se remettre en question, c'est une donnée de la transformation qui est fondamentale. Laura Claire, j'ai vu que vous aviez levé la main. Je vais juste peut-être prendre une des questions du chat qui était arrivée un peu avant et après je vous passe la parole. Une question de Julien Voilmin. Les matériaux ont-ils été évalués par rapport à leur impact potentiel sur les œuvres? Je peux prendre cette réponse si tu veux, Vincent. Oui, en effet, c'est pour ça qu'on parle de tests et effectivement, le principal frein est aussi, on s'est accompagné de restaurateurs, on travaille aussi sur la question des matériaux de manière assez précise avant de réaliser les tests. Et on adapte en fait ces néomatériaux aux matériaux de l'œuvre. Donc là, par exemple, sur l'exemple des œuvres de Barbara de Chezribou, c'était en accord avec l'artiste. Le drap correspondait en fait à un emballage qui était cohérent par rapport à cette sculpture en bronze. Et le fait de filmer avec le film Craft donnait le même résultat que de filmer avec un film en plastique. Merci beaucoup Stéphanie. Laura Claire, vous voulez prendre la parole? Yes. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Oui. Alors, je vais laisser mon responsable prendre la parole qui est avec moi. Est-ce que vous m'entendez également? Très bien. Oui. Nous sommes un certain nombre là, du service de la régie du Musée des Confluences à assister à cette visio. Alors, moi, j'avais quelques suggestions et quelques remarques à faire, et quelques retours d'expérience également. Concernant l'éco-responsabilité en conditionnement, j'ai dernièrement eu une expérience avec le MEG qui demande expressément dans ses conditions d'emballage des conditions très éco-responsables avec du papier de soie,
des conditionnements en carton, enfin un certain nombre de choses très louables, et qui rencontre souvent et qui a rencontré quelques soucis du côté plutôt des professionnels du milieu et des transporteurs, qui ne sont pas, pour l'instant en tous les cas, habitués à travailler de cette façon. Donc, on a constaté qu'au niveau de la mise en carton, c'était plutôt bien fait. En revanche, clairement, en termes de manipulation du papier de soie et de savoir-faire, du pliage de papier de soie, de fabrication de boules de papier de soie, etc., là, clairement, le transporteur était complètement démuni et c'était un peu catastrophique. Voilà. Ça, c'était une première chose. Autrement, nous, ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 2016, j'ai envie de dire. Donc, on a fait un certain nombre de choses. On pourrait peut-être effectivement verser un certain nombre de choses sur le registre. On a beaucoup travaillé sur les questions de conditionnement d'objets en réserve, éventuellement réutilisables pour des transports externes. C'est-à-dire que l'objet part sur son conditionnement de réserve, est emballé avec son conditionnement de réserve et revient avec son conditionnement de réserve. Ça fonctionne assez bien. C'est plutôt, dans certains cas, c'est plutôt efficace et très économique. Voilà. Après, sur les normes, nous on travaille essentiellement en groupage d'œuvres et nous n'avons rien contre le gerbage de caisses dans les camions, dans la mesure où c'est fait correctement et professionnellement. Et c'est vrai que j'ai rencontré un certain nombre d'institutions qui, par exemple, refusent que les caisses soient gerbées dans un camion. Donc, quand vous pouvez avoir un camion, un porteur de 40 mètres cubes et que vous ne pouvez pas gerber, parfois vous vous retrouvez avec une semi-remorque. Et en termes d'éco-responsabilité, c'est un peu moyen. Voilà, je tenais juste à souligner. Autrement, c'est très intéressant. Et on va découvrir le document avec impatience et envie. Voilà. Et je confirme que nous aussi, on ne peut pas faire gerber les caisses. Après, c'est pas dans l'éco-conditionnement, c'est plus globalement dans le transport, mais on nous demande de ne pas le faire. Et il suffit qu'il y en ait 3 pour ne pas le vouloir. De toute façon, on ne peut pas le faire du tout. Ouais. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors attendez, je crois que j'ai vu une autre question dans le chat. Je vais la prendre. Céline Boudot, vous avez mentionné les caisses de location. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lister les caisses de location actuellement disponibles sur le marché transport en France? J'ai en tête les Turtle Crates et les Rockbox. En connaissez-vous d'autres? Oui, je vais prendre la question. Donc, dans le guide de l'éco-conditionnement, dans le chapitre 3 sur l'optimisation, il y a toute une partie dédiée à la location et on a essayé de faire le tour des solutions qui existent. Donc, il y a effectivement Turtle et Rockbox. On en a listé d'autres. Il y a la TocoCrate, Constantine, Christoffel et Arca. Et pour chacune, on a essayé de mettre un petit paragraphe d'information sur les formats qui existent, les gammes de prix, etc. Merci. Donc, vous voyez bien que c'est un guide ultra pratique. Donc, n'hésitez pas à vous y référer pour ces données-là. Je vois une autre question de Cécile. Ouais, Est-ce que je peux pardon. intervenir juste Bien pour sûr, Vincent. compléter la réponse de Caroline et pour faire écho à ce qui a été dit par le Musée des Confluences sur la frilosité ou un peu la perte de savoir des transporteurs sur ces sujets. Je parle aujourd'hui en tant que employé du Palais des Beaux-Arts, mais j'étais au Musée du Quai Branly avant et avant de partir, nous avions travaillé avec nos collègues sur notre accord 4 transport et manutention pour pouvoir intégrer ces caisses de réemploi. Et nous avions consulté pas mal les transporteurs qui sont parfois frileux ou très ciblés sur la marque qu'ils veulent utiliser pour des raisons commerciales. Et donc, on avait intégré ces caisses de réemploi via une catégorisation par dimension pour permettre aux candidats de choisir la marque qu'ils voulaient. Et leur offre de prix était en gros format XL, format L, format M. Voilà, je voulais juste ajouter ce point puisque c'est souvent un frein qu'on a dans l'utilisation de ces caisses dans la réponse des transporteurs.
Juste pour compléter, Vincent, effectivement, nous aussi, de notre côté, on a du mal à imposer des choses, mais par contre, on va inciter beaucoup à utiliser des caisses de réemploi, enfin des caisses, des Kaiser ou des choses qu'on peut trouver chez Transporteur facilement pour éviter de faire des caisses en bois autour. Donc, on a quand même la possibilité, effectivement, dans les marchés de transport, de solliciter les transporteurs pour essayer d'utiliser des matériaux qui sont moins impactants et moins de construction de caisses. Et là encore, je comprenais très juste en disant que il s'agit de faire levier collectivement. On revient toujours un peu à ça. Plus il y aura d'institutions qui imposeront des choses aux transporteurs, plus les transporteurs seront obligés, dans tous les cas, de s'y mettre, d'où l'effet levier collectif. Tout à fait. Pour peut-être poursuivre justement sur ces relations, enfin sur ce que ces transformations ont comme impact sur le monde du transport, il y a une question aussi sur, de Céline Barbier sur l'impact, les effets de l'emballage sur les gestes de manutention de transport. Est-ce que vous êtes allé jusque-là à savoir si la transformation d'usage des matériaux impliquait, alors vous l'avez un peu évoqué, hein, de nouveaux savoir-faire ou des savoir-faire perdus? Qu'est-ce que ça a comme conséquence, notamment sur la formation ou la reformation des transporteurs? Alors, on aura un peu de mal. Je pense que clairement, il aurait fallu que nous invitions, mais ça pourrait être l'occasion d'un autre échange des collègues transporteurs pour répondre à cette question de manière très précise. L'exemple donné là encore par le Musée des Confluences en a une bonne illustration. Certaines institutions Stéphanie a montré une photo des tamponnage à la ficelle du musée d'Orsay montre aussi en effet cette question de reprise en main d'habitudes et de savoir-faire qui se sont un peu perdus. Je pense que les transporteurs euh, font l'effort aujourd'hui de s'adapter à nos demandes justement parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus systématiques et je pense que alors là je fais un petit moment publicité mais en l'occurrence c'est pertinent dans le cadre du sujet. Je pense que le projet Ça va cartonner en est un bon exemple. C'est un projet qui est copiloté par le Musée du Quai Branly, par le C2RMF et la société Chenu. C'est un projet dont les résultats seront complètement en open source, donc il n'est pas du tout question que Chenu soit propriétaire de quoi que ce soit qui sera produit dans le cadre du projet, mais qui va viser aussi justement à fournir des typologies de carton, des modalités de pliage qui seront disponibles avec des guides de mise en œuvre pour faciliter la reprise en main par l'ensemble de la profession de transport de ces nouvelles méthodologies de conditionnement. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais... Oui, et pour compléter ce que tu dis, Vincent, nous, en tant qu'emprunteurs avec des expositions temporaires et pas de collection, il y a aussi ce travail collaboratif dont on parlait avec les prêteurs. Donc, si les prêteurs aussi sont plus souples en termes d'emballage et de demande d'emballage, ça permet aux transporteurs aussi d'être plus souples, des fois, le transporteur se retrouve un petit peu coincé par des demandes en fait de caisse ou de caisse ISO par des prêteurs, alors que c'est pas forcément nécessaire. C'est vrai que nous, on a souvent demandé ou négocié des emballages différents et la communication, on sent que les institutions prêteuses, elles sont dans les mêmes problématiques que nous et acceptent assez facilement. Je pense notamment à des œuvres qu'on a transportées en MRT quand le transport était fait dans d'une réserve qui était très proche et on n'avait pas besoin forcément de mettre des caisses. Donc, de réduire les emballages, c'est quelque chose aussi qui peut être imaginé avec le prêteur et l'emprunteur en amont des transports. Je me permets de recompléter également. Il s'agit d'une question intéressante qui soulève aussi de la question de l'appréhension de ces conditionnements et de ces nouveaux produits par les manutentionnaires eux-mêmes, par les techniciens de collection. Et on a en effet eu des retours d'expérience d'institutions qui nous ont fait part de la frilosité de leurs techniciens face à à ces nouvelles solutions qui soit leur paraissaient
complexes, soit remettaient en cause des apprentissages qu'ils en avaient eus pendant des années, soit qui pouvaient être perçus comme une façon de les déposséder de leur savoir-faire. Et donc, et c'est là aussi que ça rejoint la phase de conception de l'éco-conditionnement, de management, de pilotage. Il y a un accompagnement aussi des opérateurs sur ces questions, très clairement, qui est souvent un peu oublié à la Mm. faveur des programmes de recherche sur les matériaux, ce genre de choses. Oui, c'est intéressant de savoir, de bien penser à prendre en compte tous les maillons de la chaîne, effectivement. Et il y a un témoignage dans le chat de, voilà, de présence d'un agent d'une société de transport dans une formation de l'INP sur les nouveaux matériaux d'emballage. Donc, on voit que les prestataires transporteurs agissent aussi en la matière. J'avais une question aussi sur la question de l'assurance. Est-ce que les assureurs acceptent l'emploi de caisses de réemploi dans le cadre de transport? Est-ce que vous avez des exemples d'assureurs qui auraient fait obstruction à ce type d'évolution? Je vais prendre si tu veux, je te passe après la parole, Vincent, mais effectivement, on s'est posé ces questions dans le cadre d'autres groupes de réflexion aussi, et l'assureur a tendance à nous faire confiance. Donc, l'évaluation des risques, elle est plutôt de notre côté, et l'assureur nous fait ensuite confiance dans notre capacité à évaluer le risque et à utiliser des nouveaux emballages. Donc, ils nous suivent en général. Mais il faut qu'on évalue le risque et qu'on argumente. Je confirme tout à fait ce que vient de dire Stéphanie, qui fait référence à un autre groupe de travail collaboratif, le groupe de travail Régie et Transition écologique, au sein duquel nous avions eu l'occasion d'inviter le courtier en assurance Gallagher, donc qui est un des leaders mondiaux du courtage en assurance, et qui nous avait confirmé en effet que c'était à l'institution muséale de faire l'analyse de risque, et que si ça lui semblait convenable, l'assureur suivrait. Le compte-rendu de cette réunion a été validé par l'assureur et est en ligne et disponible et public. Et si ça peut rassurer et peut être transmis aux collègues si ça peut les aider à convaincre leur propre assureur ou leur hiérarchie. Bah, étonnamment, moi, c'est vrai qu'en termes d'assurance, jamais ils n'ont, si ce n'est que posé la question de savoir comment ça allait être emballé. Ça fait même pas partie des questions qu'ils posent, partant du principe qu'on est tenu de travailler avec des personnes de l'art. Après, la question se poserait peut-être si une œuvre était extrêmement, extrêmement, extrêmement fragile, etc., etc. Mais ça s'est absolument jamais posé, ni dans les contrats, ni dans les conversations, ni dans les données. Je pense que c'est plutôt une crainte en interne, un levier parfois dans certaines institutions de temporisation des solutions de transition. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il me semblait que quelqu'un avait levé la main, mais je vois plus ça a disparu. Dites-moi si je loupe quelque chose. Non, pas d'autres témoignages ou expériences dont vous aimeriez faire part aux 122 personnes qui sont encore présentes. Je me permets, je rajouter un petit élément concernant le projet Ça va cartonner. J'en profite puisque nous avons un porte-voix assez unique. Dans le cadre du projet, nous avons diffusé un questionnaire à la profession très largement qui peut se retrouver sur le LinkedIn du projet et qui vise justement à vous entendre, à entendre les professionnels du conditionnement pour faire un état de l'art de ces pratiques de conditionnement en carton et relever vos inquiétudes, freins éventuels pour basculer des emballages habituels vers des emballages carton. Ce questionnaire, il est ouvert jusqu'à la fin du mois. Je vous invite toutes et tous à y répondre. Plus la profession y répondra, plus concret et opérationnel et adapté à vos besoins sera la solution proposée par le projet. Tout à fait, c'était important de le dire. Merci Vincent. Oui, Monsieur Maigret. Pardon, Madame Maigret. Madame, pardon. Bonjour.
C'est moi qui avais levé la main et j'ai été occupée, donc vous avez sollicité. Non, c'était par rapport au projet Ça va cartonner. J'étais comme Vincent au Quai Branly, mais il y a un peu plus longtemps encore, on s'est croisés. On travaillait avec une société qui n'existe malheureusement plus de transport et d'emballage, qui pratiquait les caisses carton triple cannelure, alors pour des objets effectivement pas trop lourds, mais ça marchait extrêmement bien et on était très, comment, très content de cette solution et c'est vrai. Et je trouve dommage que les transporteurs traditionnels ne s'y mettent pas plus vite. Et c'était les seuls à pratiquer ça à l'époque. On n'arrivait pas à l'obtenir des autres transporteurs. Mais effectivement, en audition, je pense que c'est des solutions qu'on pourra très rapidement remettre en œuvre. Donc, qui n'était pas du tout dans les traditions des autres transporteurs. Quant au calage papier de soie qu'évoquait notre collègue des Confluences tout à l'heure, c'était un des premiers gestes d'apprentissage des emballeurs laitiers chez Chenu à l'époque. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit plus du tout, mais des petits gestes tout simples qui ferait beaucoup. Merci. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites aussi sur la question de la couverture. On l'a abordé aussi, mais bon, c'est un niveau de détail, mais c'est vrai que l'emballage dans des couvertures ou sur palettes ou des choses comme ça, pour éviter le suremballage de pièces en bronze d'extérieur qu'on a mis dans des caisses dernièrement où c'était pas forcément nécessaire. Juste une petite question sur le groupe, justement, Ça va cartonner. Ça peut paraître un peu désacralisant, mais est-ce que dans ce groupe, vous pouvez avoir aussi des retours de la peur de déménageurs? Ce n'est pas la même chose, mais en déménagement, on utilise beaucoup plus le carton que le bois. Donc, ils ont forcément un retour sur certaines choses fragiles. Attention, je ne pars pas du principe que c'est la même chose qu'un transport d'œuvres, mais qu'il y aura forcément un retour sur la pratique, parce qu'eux ont beaucoup plus cet usage-là que le monde du musée ou de l'art. Je pense que enfin, je sais que j'ai des collègues du projet qui sont présents. Merci Maroussire d'avoir diffusé le lien du questionnaire sur le chat. C'est une piste à laquelle on n'est pas du tout fermé. Là, comme vous vous en doutez, on est dans une phase justement de collecte de données. Le questionnaire a tout un tas d'embranchements qui permettent en fonction des professions et des corps de métier de cibler les questions qui seront apportées. Il y a un embranchement pour les transporteurs, alors qui n'est pas spécifique aux questions des déménageurs, mais notre contact chez Chenu peut tout à fait diffuser à ce corps de métier. Et on a en l'occurrence dans le cadre du projet une équipe formidable de 3 personnes qui ont été recrutées et qui vont entre autres être chargées d'aller prospecter sinon du côté des déménageurs, aussi du côté des fabricants de fabricants de carton communs, standards, justement pour essayer de comprendre quelles sont les modalités de fabrication, les modalités d'usage, de pliage. Donc je réponds pas tout à fait à votre question, mais on s'en rapproche et on n'est pas du tout fermé, au contraire, à des pratiques dans d'autres secteurs d'activité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ultime question? On est à 53 minutes. Moi, je veux bien juste faire un mot de conclusion sur le fait Bien sûr. que voilà, ce travail, il est pas, enfin, il a eu une fin, mais encore une fois, le but, c'est de continuer de l'enrichir. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour participer à cet enrichissement. Et juste vous dire aussi qu'on mène d'autres groupes de recherche-action qu'on va démarrer dans les semaines à venir au sein de Logger Lab Scénographie, avec notamment un groupe de travail qui va être dédié aux questions de transport et de stockage. Un autre groupe de travail qui va être sur le modèle économique de l'éco-conception appliqué aux expositions, et un autre groupe qui va être plutôt sur des ateliers techniques où on va faire des workshops pour réinventer ou enfin, redécouvrir des techniques de fabrication low-tech, notamment par exemple pour des châssis sans pneus ni vis. Voilà, ce seront les prochains sujets qui vont nous animer ces prochains mois. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si
ça vous intéresse de participer à tout ça. Merci beaucoup Caroline pour cette conclusion en forme d'ouverture. Je pense que c'est tout à fait bienvenu. Je vous remercie vraiment tous les trois, Caroline, Stéphanie, Vincent, d'avoir partagé ce moment avec nous, qui je pense aura été plein de belles perspectives pour tout le monde. Je termine juste en vous donnant rendez-vous pour notre prochaine session qui aura lieu le jeudi 26 juin et qui sera dédiée à la restitution de l'étude d'impact carbone de l'activité des FRAC qui ont avancé sur ce domaine-là, donc nos collègues du réseau de plateformes qui nous rejoindront pour faire le point sur ce travail-là. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis du coup au mois prochain pour ceux qui sont disponibles et n'oubliez pas que tout est revisionnable sur le site d'Ecom France, donc si vous loupez une session en live, vous avez droit à une séance de rattrapage à la maison. Voilà, merci beaucoup, Merci passez une Émilie, bonne journée. merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre bientôt. invitation. Merci, Au revoir. Nora. Au Au revoir. revoir.